Burkina, lutte post-coloniale et guerre contre le terrorisme. Thomas Sankara, et la lutte continue du Burkina Faso contre le colonialisme, publié le 5 novembre 2022 par Miadjo. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons rien, nous ne comptons que sur les feuilles. C'est ainsi que Daouda Mega décrit la situation actuelle des habitants de Djibo, au nord du Burkina Faso, qui compte environ 64% de musulmans. On estime que plus de 32 habitants de Djibo ont perdu la vie depuis juin 2022. La ville est sous blocus depuis 3 mois et continue de souffrir, même cette semaine, des combats entre rebelles et militaires. C'est le genre d'instabilité que les Burkinabés vivent au quotidien. Le Burkina Faso n'a pas toujours souffert d'une telle instabilité, comme cela a été évoqué précédemment. Être l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique rend également le pays vulnérable à l'exploitation interne et externe, et les citoyens restent largement appauvris. Ces mines d'or ont même été la cible d'attaques de groupes militants. Nous avons également cité précédemment des recherches montrant comment, avant la vente de la guerre contre le terrorisme à l'Afrique, la violence dans la région, et au Burkina Faso en particulier, était à un niveau nettement inférieur à ce qu'elle est aujourd'hui. Depuis que le Burkina Faso a adhéré au partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme, TSCTP, du gouvernement américain il y a plus de 10 ans, l'État burkinabé a agi en partant du principe que mener une guerre contre le terrorisme est la meilleure, et même la seule, façon de répondre à violence militante islamiste. Il a mené cette guerre avec des ressources américaines, européennes et étrangères, et l'a basée sur une logique parrainée par les États unis centrée sur la capture ou le meurtre de ceux identifiés comme des terroristes et la conduite d'opérations militaires dans des espaces qui pourraient potentiellement abriter des militants. Cette approche ne va pas de soi, la violence militante n'a pas besoin d'être traitée comme un problème à combattre par une guerre intérieure. En fait, la recherche historique montre que les gouvernements ont été plus efficaces pour réduire cette violence lorsqu'ils ont traité les sources sociales et politiques des griefs des gens. Les analystes du Sahel soutiennent que le conflit de la région est enraciné dans la crise politique intérieure, donc identifier le problème comme un problème de terrorisme est une présomption fondamentalement erronée. Pourtant, le Burkina Faso a adopté le cadre de la lutte contre le terrorisme et, ce faisant, a ciblé et abusé d'un groupe minoritaire, les Fulani, bergers musulmans semi-nomades, ainsi qu'une gouvernance non démocratique justifiée. Sahel 2. Voici plus de preuves de cela de The Intercept. Juste avant que les guerres éternelles ne commencent après le 11 septembre, les États-Unis ont recherché des menaces terroristes en Afrique mais n'ont pas réussi à les localiser. Un rapport de 2000 de l'Institut d'études stratégiques de l'US Army War College, par exemple, a examiné l'environnement de sécurité en Afrique. Il n'a fait aucune mention de l'extrémisme islamique ou des menaces terroristes transnationales majeures. Immédiatement après le 11 septembre, le département d'État a recensé un total de 9 attentats terroristes en 2002 et 2003 dans toute l'Afrique, faisant au total 23 victimes. Malgré cela, les États-Unis ont versé plus d'1 milliard de dollars dans les pays d'Afrique de l'Ouest par le biais de divers efforts d'assistance militaire, notamment le partenariat transsaharien contre le terrorisme, un programme conçu pour contrer et prévenir l'extrémisme violent dans la région. Les États-Unis ont également utilisé une multitude d'autres programmes de formation épisodiques, notamment l'Initiative africaine de réponse aux crises, le Programme africain de formation et d'assistance aux opérations d'urgence, le Programme international d'éducation et de formation militaire, le Programme de bourse de lutte contre le terrorisme, l'Initiative mondiale pour les opérations de paix et le Programme conjoint de formation en échange combiné. Rien qu'au Burkina Faso, les États-Unis ont versé des centaines de millions de dollars à travers plus de 15 programmes d'assistance à la sécurité. Le gain a été abyssal. Ceci est particulièrement tragique car il fait partie d'une plus grande histoire d'ingérence étrangère, une ingérence qui se fait au détriment de la population locale, fonctionnant en grande partie pour maintenir l'asservissement du pays et pour renforcer la force géopolitique de la puissance envahissante. Le deuxième coup d'État cette année. Le mois dernier, le Burkina Faso avait connu son deuxième coup d'État en un an seulement. Ibrahim Traoré, qui a aidé à diriger le coup d'État, a prêté serment en tant que président par intérim le mois dernier, octobre 2022. L'une des principales raisons du coup d'État était le mécontentement face à la mauvaise gestion par Damiba du conflit armé dans le pays. Dans une interview sur le récent coup d'État, une employée de Human Rights Watch, Amy Godman,
et un universitaire sénégalo-égyptien, Aziz Fall, ont fourni deux points de vue distincts qui illustrent bien comment les problèmes fondamentaux d'une grande partie du conflit au Burkina Faso et ailleurs dans le monde de l'Afrique est oublié. Émigodement, donc, je vois cela comme un problème principalement burkinabé, et il est situé dans le Sahel au sens large, dans lequel, vous savez, c'est la zone à la croissance la plus rapide pour l'activité islamiste armée à peu près dans le monde, et il se situe entre le Mali, qui combat ces islamistes armés liés à l'EI, à l'État islamique et à Al-Qaïda. Donc, c'est vraiment une situation très complexe. Il y a 10% de cette population, 2 millions sur 20 millions de personnes, déplacées à cause de cette insécurité. Chute d'Aziz, eh bien, je pense, vraiment, ce n'est pas un cas burkinabé. Les États-Unis et la France ont une grande responsabilité dans ce qui se passe dans la région, malgré ce que dit mon collègue. Je pense qu'il faut ici regarder les problèmes géopolitiques qui se sont en fait implantés dans cette région, dans la région sahélienne. Ainsi, les gens sont indignés du rôle de la France mais aussi du rôle des États-Unis, qui ont lancé ces cellules terroristes dans la région pour des raisons géopolitiques. Donc, oui, d'une certaine manière, les gens veulent changer le paysage. Je pense que Human Rights Watch et de nombreuses autres organisations, comme Amnesty International, doivent également regarder la situation dans son ensemble. Pas seulement la situation locale, mais regarder la situation dans son ensemble, le rôle de la Chine, le rôle de l'Inde, l'opposition d'elle et forces impérialistes sur le terrain, et la résistance farouche des peuples du Mali et du Burkina Faso et des autres. Mais cela dit, la plupart de cette hiérarchie militaire, ont également été formés par l'Afrique comme des États-Unis. Donc, il faut faire ici une introspection et regarder les causes profondes afin d'avoir un nouvel élan qui donne au peuple burkinabé le digne titre de la terre des gens intègres. Et je pense que ce sont des gens très fiers qui essaient, avec très peu de moyens, de contrer une marée géopolitique qui dépasse leur capacité. Essayez de lire sur les nombreuses attaques de militants qui ont lieu au Burkina Faso. Vous pourrez trouver les informations de base, malheureuses. Cependant, vous ne trouverez pas grand-chose du tout en essayant de comprendre pourquoi les militants se battent. Ceci est un problème majeur. Indépendamment de ce que l'on pense de ces groupes, comprendre la raison pour laquelle ils se combattent est essentiel pour comprendre le type de problème auquel le pays est confronté. Ceux qui combattent sont-ils aussi appauvris? Sont-ils fatigués de la corruption gouvernementale ou ne sont-ils que des fauteurs de guerre? Sans reconnaître certaines des raisons fondamentales pour lesquelles la violence existe dans des endroits comme le Burkina Faso, comment ces problèmes peuvent-ils être résolus? C'est une question particulièrement pressante quand on voit que la guerre contre le terrorisme, symbole marque déposée, a été vendue au gouvernement lui-même. Ce que cette analyse de surface reflète, c'est la façon dont les organisations les plus puissantes, et pas seulement les consommateurs d'informations, regardent et réagissent également à ce conflit. Eux aussi oublient, ou peut-être n'ont-ils jamais réalisé, que ce problème local des groupes belligérants ne fait pas seulement partie d'une vague régionale de groupes avides de pouvoir. Cette négligence de certaines des causes profondes de ce conflit de ces temps permet à la guerre contre le terrorisme, symbole marque déposée, de rester rentable. Thomas Sankara, et la lutte continuelle du Burkina Faso contre le colonialisme Fall est aussi un grand admirateur de Thomas Sankara, qui a été président du Burkina Faso de 1983 à 1987, jusqu'à son assassinat. Je vais juste reconnaître d'emblée que même si nous célébrons de nombreuses politiques de Sankara et que nous aspirons à des dirigeants comme lui, qui ont une colonne vertébrale et veulent élever leur propre peuple, il n'était pas musulman. Et certaines de ces politiques reflètent donc ce fait. Comme beaucoup d'anticolonialistes de gauche, nous pouvons être d'accord avec eux sur de nombreuses préoccupations, mais en fin de compte, il est inévitable que la religion finisse par nous diviser. Cela étant dit, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être admirées en ce qui concerne les politiques de Sankara. Cela s'est peut-être passé il y a plus de 30 ans, mais le poids de sa vie et de sa mort est encore ressenti par de nombreux Burkinabés. De plus, Sankara nous montre très clairement à quoi tant de pays sont confrontés lorsqu'ils essaient de vivre comme ils veulent, plutôt que comme le dictent les superpuissances et leurs satellites. Sankara était l'un des leaders anticoloniaux en Afrique qui a œuvré pour séparer son pays de ses maîtres coloniaux et forger des voies véritablement indépendantes. En opposition à l'aide étrangère, Sankara a dit « Celui qui te nourrit te contrôle ». Voici un aperçu de son approche politique,
Sankara a déclaré la guerre à la corruption et a adopté l'austérité personnelle, se versant un salaire de $450 par mois, réduisant les salaires de ses hauts fonctionnaires et interdisant l'utilisation de Mercedes avec chauffeur et de billets d'avion de première classe par ses ministres et hauts fonctionnaires. Il a refusé que sa photo soit affichée dans les bâtiments publics. L'historien Brian Peterson, qui a écrit un livre sur Sankara, soutient que ce sont ces politiques de Sankara qui ont conduit à son renversement et à son assassinat. Dans une interview, Peterson a souligné le rôle clé que la désapprobation de la France à l'égard de Sankara a joué dans son assassinat. Vous décrivez les efforts répétés des responsables français pour persuader Sankara de signer avec les programmes économiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Comment Sankara a-t-il perçu et tenté de gérer les relations de son pays avec la France? Oui, définitivement, et c'est tout un fil à démêler. Je pense que Sankara avait une relation compliquée, voire ambivalente, avec la France. À différents moments de cette histoire, la France a essayé de travailler avec Sankara, et a même toléré pas mal de rhétorique révolutionnaire visant la France. Mais Sankara s'attendait à être traité comme un égal, un chef d'État père d'un pays pleinement souverain. Il a refusé d'accepter que son pays soit un vassal dans un rapport de domination néocoloniale. Cependant, cette voie comportait des risques, s'opposer au remboursement de la dette, critiquer l'aide étrangère, attaquer publiquement la France, etc. Selon moi, Sankara savait qu'il ne pouvait pas rompre complètement avec la France, et le CNR, Conseil national pour la Révolution, dépendait encore de l'aide étrangère, notamment de la France. Une transition vers une plus grande autarcie prendrait du temps, et en 4 petites années, cela n'a pas été possible. Mes recherches montrent que c'est la réticence de Sankara à accepter un accord du FMI en 1987 qui a conduit à de nombreux problèmes économiques et à la perte de soutien politique au sein du CNR. De plus, depuis le moment où Sankara est devenu une force politique en 1983, la France avait tenté de l'écarter du pouvoir. La France a finalement réussi en octobre 1987, lorsqu'une série de pressions économiques françaises, d'opérations de renseignement, de manœuvres diplomatiques et de campagnes de désinformation dans la presse française ont ouvert la voie à son renversement. Il n'est pas rare que les Occidentaux considèrent les conflits dans les nations africaines comme la preuve de leur dysfonctionnement, comme preuve de leur échec à adopter les voies démocratiques de leurs colonisateurs. Riez si vous voulez, mais ce que j'écris ici est basé sur mes propres observations personnelles et sur des choses que j'ai entendues de mes 2 oreilles. Ce point de vue doit être remis en question, non seulement pour remettre les pendules à l'heure, mais aussi pour défendre nos frères et sœurs, dont certains, comme nous l'avons appris, vivent actuellement de congés. Parallèlement à la corruption endémique au sommet, leur lutte est à bien des égards une lutte continue contre les cicatrices laissées par la domination coloniale ainsi que les efforts continus des nations occidentales pour les garder sous la botte. Dans la servitude, la guerre contre le terrorisme, symbole marque déposée, contribue à cet effort. Qui sait, s'il est bien et soigneusement expliqué, cela pourrait peut-être aussi ouvrir la voie à des conversations sur les raisons pour lesquelles le libéralisme permet ce mode d'exploitation et sur la supériorité d'un système islamique, en particulier compte tenu du fait qu'un nombre important de musulmans vivent au sein de cette zone.